La question que je pose à la suite des discussions qu'on a eues hier, ou je sais pas quoi, c'est que finalement, il est plus facile de savoir si quelque chose est faux que savoir si quelque chose est vrai. Quelqu'un vous raconte un truc. Bon, vous ne savez pas si c'est vrai, mais s'il dit des trucs complètement débiles, vous dites qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça ne veut pas dire que vous savez, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais il y a des choses qui ne passent pas. Donc, finalement, je crois qu'on est plus équipé à déterminer s'il y a quelque chose de faux qui cloche dans un texte que de déterminer ce qui est vrai. On sait qu'est-ce que c'est, comment savoir que quelque chose est vrai. Vous savez que quelque chose est faux, mais vous ne savez pas forcément que quelque chose est vrai. Qu'est-ce qui peut vous donner le sentiment, la sensation que on vous dit un texte ou quelque chose qu'on vous dit est vrai? Est-ce que c'est pas plus facile pour vous de savoir si quelque chose est faux? Voilà, c'est la question que je pose. Ça renvoie à la prophétie, ça renvoie à la Bible, ça renvoie à Dieu, ça renvoie à n'importe quoi. Parce que l'autre jour, il m'a interpellé là-dessus. Jean-Paul, il me dit, ouais, mais finalement, au fond, on ne sait jamais si les choses sont vraies ou fausses. Bah oui, je lui dis, Jésus, est-ce qu'il a... Alors j'avais une petite plaisanterie à propos de Jésus pour vous énerver un peu. Jésus, ce qui est important, c'est qu'il ait été annoncé. C'est quelqu'un, on ne sait pas s'il a existé, mais il a été annoncé. Je vais faire une petite plaisanterie juive. Hein. C'est-à-dire que, fin de compte, on dit, en tout cas, chaque fois qu'on nous parle de Jésus, ah oui, mais vous savez, il a été annoncé. On ne sait pas s'il a vraiment vécu, mais il a été annoncé. Et donc, comme il a été annoncé, eh ben, il suffit de montrer qu'il a fait tel et tel truc qui était annoncé pour que ça y est, on dise c'est vrai. Comment ça, on ne sait pas s'il a existé? Comment ça? On ne sait pas exactement. Enfin, il y a des choses. Alors justement, il y a un autre passage que je vous signale. Dans Matthieu, ils disent: ne croyez pas aux faux prophètes, en dépit du fait qu'ils fassent des guérisons et des miracles. Vous connaissez ce passage? Il le dit. Voilà. Il dit lui-même que c'est pas les guérisons et les miracles qui sont importantes pour déterminer. C'est dans Matthieu. Je peux vous citer le passage. Donc non, parce que vous disiez les miracles, ça prouve que Jésus existe. Il y a les miracles et puis il y a les prophéties aussi. Oui, voilà. Ben, tout ça, c'est. Si vous enlevez les miracles, les prophéties, les guérisons, qu'est-ce qui reste? Hein? Un autre exemple. Après, je vous laisse parler. Par exemple, moi, en venant ici, je me suis dit, c'est quand même sympa. Moïse a le buisson ardent. Il y a une entité qui arrive qui lui dit je suis le Dieu de tes ancêtres, d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est un truc vraiment, voilà, il prétend pas être un Dieu extraordinaire. Il dit simplement, voilà, tes ancêtres, il y a 400 ans, ils ont fait quelque chose avec moi et j'ai eu envie de vous aider, etc. Bon, ça sonne vrai. Ça sonne plus vrai que des trucs abracadabrants, je suis le fils de Dieu, etc. Oui. Voilà, c'est sur là-dessus. Qu'est-ce qui sonne vrai, qu'est-ce qui sonne faux? Comment sait-on que quand on vous dit quelque chose, c'est vrai ou c'est faux? Isaac, c'est le fils d'Abraham. Je vous demande comment vous savez si... Oui, Isaac est le fils d'Abraham, oui. Ah. Oui. Et alors? Non, mais ça c'est... Attends, il y a deux choses. Je ne vous parle pas de ça, je ne vous dis pas qu'Isaac est le fils d'Abraham. Je vous dis que cette entité dit « Je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac ». Oui. La façon dont il se présente. Et Jacob. Voilà, il se présente comme ça, oui. Et je dis que finalement c'est assez sympa comme façon de se présenter. Oui, comme vous avez dit, oui, c'est la Trinité. Oui, non, mais je veux dire que c'est assez sympa c'est assez original finalement, voilà. C'est un personnage comme ça qui appartient à une dynastie, à une famille, à un peuple, et puis il raconte que ce peuple, il est venu le sauver parce qu'il est en Égypte. Voilà, donc, je sais pas, je trouve que c'est une présentation qui sonne vraie. Bon, alors, ça vous laisse muet toutes mes réflexions, apparemment, ce soir, vous êtes complètement éteints. Donc, voilà, ce que je vous demande, de manière générale, en dehors de la question biblique, quand par exemple quelqu'un vous raconte des trucs, il vous raconte sa vie, par exemple, il y a des trucs qui vous disent, mais c'est pas possible qu'il ait fait ça, par exemple. Bon, vous savez pas si ce qu'il dit est vrai, mais vous savez qu'il dit des choses fausses. Oui. Donc vous commencez. Alors s'il y a beaucoup de choses fausses dans ce qu'il dit, ou des choses qui ont été dites ailleurs, ou tiens, il a dû lire ça dans un roman, ou il a dû voir ça quelque part, etc. Vous commencez à faire la part de tout ce qu'il a. Déjà, la vérité scientifique, avec la démonstration, et il y a un moyen terme. Ce moyen terme, quand on l'a compris, on voit que c'est juste parce qu'on a une certitude. Ça, c'est dans les sciences. Il y a la vérité d'opinion. Oui.
La vérité de l'opinion, c'est par exemple quand vos parents vous ont dit que vous descendez de tel un tel, mais en fait c'est le facteur qui a couché avec votre mère, vous ne savez pas, et vous l'apprenez après, donc, mais vous le croyez sur la foi de la personne parce qu'elle a un certain statut, c'est-à-dire vous la croyez sur parole. Et pour ce qui est de la révélation, c'est un peu du même acabit, seulement celui qui a parlé, c'est pas n'importe qui, c'est Dieu, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas nous tromper, et c'est pour ça que ça c'est le domaine de la révélation, du texte biblique, et ensuite... Oui, ça lui plaît pas. Et voilà, mais c'est ça qui fait que il n'y a pas de moyen terme, il n'y a pas de certitude. La certitude, elle reste, elle n'est pas. Et c'est pour ça que je c'est vous pas ai une dit. certitude scientifique. Non, attendez, des objections par rapport à ce que vous dites. Premièrement, je ne vous ai pas parlé de ce qui est vrai, je vous ai parlé de ce qui est faux. J'ai commencé à dire, on sait plus facilement, vous-même, vous pouvez plus facilement déterminer quand on vous dit quelque chose que c'est faux que quelque chose est vrai. Deuxièmement, dans le domaine de la... Une personne vraiment vous dit une chose, par exemple une personne que vous connaissez plus ou moins et qu'elle vous raconte des histoires, bon, c'est vrai que vous percevez le faux quand c'est vraiment des choses, par exemple je suis du service secret ou je suis fils de milliardaire et que vous savez que c'est la personne Ah oui, qui ça dans c'est la rue, Christophe, bon, ça. par exemple, ou je suis des services secrets, voilà, et vous voyez la personne, elle n'a rien à voir avec ce qu'elle dit. Donc vous pouvez vous poser des questions quand même, bon, il y a de fortes chances qu'elle mente. Ouais. Non, c'est possible que ça soit vrai, mais il y a peu de chances. Il y a un début de doute, de soupçon, Voilà. on se dit Après, ça passe c'est pas bien. La qualité de la personne, quand les personnes qui ont une certaine qualité dans la société, les médecins, les religieux bien évidemment, les autorités. Ils ont une autorité. Ben, c'est l'autorité, c'est son Comme dirait autorité. c'est un mot qu'aime beaucoup Les Valentin. médecins, les juges, les professeurs. Dans le temps, le professeur du village, il pouvait dire tout ce qu'il voulait. Le professeur et le prêtre. Oui. Ou même quelquefois le rabbin si on avait un, Oui. tout ce qu'il disait, tout le monde le suivait et personne ne mettait en doute la parole Oui. du maire. Le maire, voilà, par exemple. Oui. Et donc c'est parce que c'est des autorités. Donc là, c'est la vérité basée C'est sur oui, une ce que je reproche à autorité. Jacques Albrecht, c'est qu'il Ou il la veut tout vérité remettre, basée voilà. sur une autorité. Voilà. Il n'y a pas L'autorité Jacques du Albrecht. père qui vous dit vous descendez de là, vous le croyez deux fois. Et puis il y a l'autorité donc de la révélation, là c'est une foi, mais c'est une foi particulière, c'est la foi en quelque chose de surnaturel que vous pouvez pas vraiment connaître, vous pouvez en connaître qu'une partie parce que ça relève de quelque chose qui surpasse votre connaissance naturelle. Et c'est pour ça qu'il vous faut la grâce et vous avez la foi et après il vous faut une grâce sanctifiante qui va vous amener à vous élever pour pouvoir comprendre ce qui est Valentin, au-dessus de la raison, ce qui est le dogme. Il boit vos paroles, Valentin. C'est pour ça que là, ça se complique. Oui. C'est pour ça que ça se complique. Mais vous, dans votre affaire, parce que comme vous êtes un critique de la Bible, un critique textuel, Pas que de la des Bible, textes, d'ailleurs. Voilà, de la Bible et d'autres choses peut-être. Mais là c'est une approche donc critique. Et donc, Oui, mais vous-même aussi, une vous apercevez qu'il y a des choses qui clochent, voilà, qui ne collent pas. alors là, dans cette approche-là, c'est sûr qu'il faut reprendre. Mais c'est pas forcément qu'il y a des choses qui clochent, c'est peut-être parce qu'on n'a pas la, Voilà, on n'a pas la bonne interprétation. Voilà, moi ce que je dis Voilà. déjà, avant d'attaquer Voilà. ce problème de critique, il faut avoir la présence d'esprit, de lire si possible ce qu'ont dit les personnes, les autorités sur la Bible, c'est-à-dire les rabbins et les prêtres catholiques, enfin les pères de l'Église. Vraiment, déjà, essayer d'assimiler ce qu'ils ont dit pour avoir un bagage et ensuite, enfin le plus possible pour les choses les plus importantes, parce que c'est vrai que c'est un travail quand même de longue haleine. Alors, excusez-moi, un bagage, par exemple, si vous voulez comprendre un texte, il faut connaître le contexte déjà. Voilà, il faut Bon, par exemple, vous parlez des prophètes, Isaïe, par exemple, machin parle d'Isaïe. Isaïe, à quelle époque il vivait, quels étaient les enjeux de son temps, Voilà, à quoi il il y a faisait plusieurs allusion. approches, il y a plusieurs Bon, approches. s'il fait l'impasse sur le contexte, s'il ne veut pas savoir de quoi il parlait à cette époque-là, il y a un problème, vous êtes d'accord? Après, Donc il y a un problème quand vous ne connaissez pas le contexte historique d'un texte que vous voulez analyser. Ça dépend ce qu'il dit. Des fois, il y a des choses qui peuvent sortir du contexte aussi. Il faut prendre toute son œuvre. Mais moi, je la connais pas entièrement. Je ne sais pas par cœur tout ce qu'a dit Isaïe. Mais bon, de toute façon, c'est un exemple parmi d'autres. Mais c'est vrai que cette approche-là, elle demande quand même une étude assez approfondie et c'est assez compliqué. C'est pas donné au premier venu de faire ça. Ça prend beaucoup de temps. Oui. Beaucoup de temps. Vous pouvez pas critiquer la Bible comme ça ou la lire un peu. Si vous avez un truc qui vous... Si, soyons, Non, mais vous avez mis du temps, soyons cartésiens. Oui, mais vous l'avez- non, mais Descartes dit j'accepte pas des trucs qui sont une insulte à mon intelligence, si vous voulez, en quelque sorte. Descartes, lui, il veut des moyens termes partout. C'est un rationaliste, Descartes. Il était formé à saint Thomas d'Aquin, il était formé à la logique formelle, mais seulement la logique formelle, elle avait ses limites. Il y a le dogme qui dépasse la philosophie servante de la théologie. Descartes, lui, il supprime la servante. C'est la philosophie avec le moyen terme et tout est scientifique. Alors en mathématiques, c'est très simple, il y a du moyen terme partout, on peut inverser les membres, là c'est très clair, les mathématiques, la géométrie... Vous pouvez l'expliquer, parce que
à nos téléspectateurs la notion de moyen terme? Bah, Parce que c'est pas tout le monde ne connaît pas cette la notion. notion de moyen terme, c'est par exemple dans Socrate est un homme, Socrate est un homme, Socrate est mortel. Le moyen terme, c'est Socrate, c'est le terme intermédiaire qui fait la relation entre les deux autres. Et on sait qu'à partir de là, comme il est un homme et que l'homme est mortel, voilà, Socrate est un homme, l'homme est mortel. Oui. Le moyen terme, c'est homme, et c'est homme qui Voilà, fait c'est le moyen terme. Il y a les deux extrêmes et le moyen terme, mais c'est le syllogisme habituel. Enfin, je voudrais quand même vous faire remarquer une petite chose, Jean-Paul, c'est que même dans le domaine des sciences, on peut arriver en disant quelque chose qui cloche. Tous les grands scientifiques, les grands chercheurs, ils ont vu que ce qu'on disait à leur époque n'était pas valable. Hein? Alors, non, mais il n'y a pas une conception de la science statique. Hein? Les Avant, chercheurs ils disent ça va pas, ça va pas, ça va Avant pas. la Renaissance, ils cherchaient, comme le fait Aristote, l'origine des choses, et c'est philosophique, c'est-à-dire c'est une recherche de réflexion, vraiment de réflexion sur le mouvement, pourquoi le mouvement, cette nature qui devant nous est toujours en mouvement et change, et qui surgit, quel est le... Bon, il remonte jusqu'au premier principe, hein, Aristote jusqu'au premier principe, celui qui a tout mis en mouvement et qui lui-même n'est pas en mouvement, mais donc c'est une recherche philosophique, mais à un certain moment, on passe à une recherche différente, c'est plus pratique pour pouvoir domestiquer les forces de la nature, et là c'est au niveau de la Renaissance, et on commence à chercher les causes antérieures comme ça, des choses, et on remonte, mais c'est purement scientifique, on ne cherche pas la cause première, mais on cherche les causes secondes, Oui. et on apprend à dominer, c'est pour ça qu'on connaît l'électricité, on la domine, on s'en sert, mais on ne connaît pas sa nature. Par exemple, Personne n'a donné la nature de l'électricité, il a défini l'électricité. Le cas de Copernic, par exemple, Copernic, ben justement, il y a des trucs qui clochaient dans le système qu'on est exposé à l'époque, les systèmes ptoléméens. Il y a des trucs qui lui plaisaient pas, qui correspondaient pas. Et bon, et c'est comme ça. Donc la science, elle est aussi, elle est pas. Alors, on a l'impression en vous écoutant que la science est au-delà de la critique. Ah non, on peut aujourd'hui dire, voilà, il y a quelqu'un qui arrive en disant non, ça va pas. Mais quand on cherche les premiers principes, c'est la recherche philosophique. Là, on cherche vraiment les premiers principes. Ce qu'on appelle la métaphysique. Oui. Voilà, là, c'est la recherche du mouvement, et puis ce qu'il y a au-dessus du mouvement. Donc ça, c'est Aristote qui l'a développé, mais d'autres, hein, parce qu'en Inde, il y en a un autre qui avait fait ça, du même style, en sanskrit, oui. et puis dans d'autres civilisations. Mais nous, les Arabes, les Juifs et les chrétiens, tout ce qui est à l'ouest du monde, en gros, cette grande partie, c'est Aristote qui sont repliés sur lui, alors que de l'autre côté du monde, les Asiatiques, ils ont pris d'autres, il y avait l'équivalent. Mais moi, je vous avais posé une question plus personnelle. Oui. Je vous ai dit, vous, une question cartésienne, vous, est-ce que pour vous, c'est plus facile de savoir que quelque chose est faux que quelque chose est vrai? Vous, au niveau de votre intelligence, de votre mental, la vérité est quelque chose de beaucoup plus difficile à appréhender que l'erreur. Vous allez dire tout d'un coup... Ça dépend dans quel domaine. Non, mais dans tous les domaines. L'erreur... Si c'est une erreur subtile, c'est plus compliqué, mais si c'est une erreur simple qui saute au jeu, oui, c'est l'erreur. Non, mais l'erreur est beaucoup plus... L'erreur, on va tous se mettre d'accord sur... Là, par exemple, il y a une erreur quelque part. Si c'est pas trop subtil, oui, tout le monde va se mettre d'accord. Mais l'erreur... Et si c'est quelque chose de très subtil... Et si vous connaissez bien la vérité, après vous pouvez voir, mais si c'est très subtil, c'est plus compliqué là, de trouver l'erreur. Des fois, c'est la vérité quand vous la connaissez qui vous permet de voir l'erreur. Mais c'est un peu inversé, quand c'est très subtil. Mais quand c'est grossier, là, oui, c'est plus ou moins grossier, là, tout le monde voit plus ou moins l'erreur tout de suite. C'est vrai. Non, moi je dirais que la vérité, c'est ce qui échappe à l'erreur. C'est-à-dire que vous enlevez tout ce qui est faux, vous avez peut-être une petite chance que ce soit vrai. Mais vous ne pouvez pas dire dès le départ, je connais la vérité. Oui, mais quand on étudie, quand on apprend, quand on cherche d'abord ce qui est vrai, donc ce qui est le réel, la réalité qui tombe sous les sens, et puis après la réalité de la réflexion, la vérité, bon, c'est ce qu'on cherche, et puis bien évidemment, comme l'erreur est humaine, on peut se tromper, mais on a quand même... si on raisonne normalement, si on n'est pas trop idiot, bon... Les gens emploient beaucoup... on arrive à voir la vérité quand même avant l'erreur. Vous avez par exemple une expression qu'on emploie souvent, c'est faux. C'est faux. Bon, donc on a quelque part les gens ils aiment bien employer cette expression. Ah, c'est parce qu'il a ça c'est dans la dialectique entre des personnes, ils veulent se mettre. Non mais même ils ont le sentiment que ça correspond. Ils veulent vous contredire et des fois ils vous disent c'est faux alors que c'est pas faux. D'accord, je suis d'accord, mais malgré tout, ce sentiment que quelque chose est faux, et que quelque chose est faux, c'est pas forcément parce qu'on connaît la vérité, c'est parce que ça ne tient pas debout, ça ne
ça n'est pas Alors, c'est vrai que vraisemblable. des fois, Voilà, vous avez une il y a expression quelque d'ailleurs. chose qui soit pas Ça tout n'est à fait réel, ça n'est pas c'est vraisemblable. vrai. Ça n'est pas vraisemblable. Oui, C'est c'est pas improbable. vraisemblable, C'est improbable. mais des fois on n'en connaît pas vraiment la vérité, mais on sent qu'il y a quelque chose, c'est le doute. Là, on est plus dans. Oui. On dit pas c'est faux, mais on a un doute. Oui. Voilà. Le doute, là, oui, bien évidemment. Donc D'accord. on peut aussi enlever des Et il faut choses. lever le doute après. Oui, mais on peut aussi. Mais dans le domaine de la religion et dans le domaine du domaine révélé, on ne peut pas le lever complètement parce que la vérité nous dépasse, on ne peut pas la connaître avec Bon, la attendez, raison. on va essayer Il faut une faculté supérieure. Oui. Et c'est pour Cher ça que Jean- là on est un peu, Oui. on a du Non, mal. mais par de- exemple, regardez Jean-Paul, par exemple, prenons le problème de la saleté. Ouais. Par exemple, tout à l'heure, vous avez nettoyé la table, bon, Plus ou moins, etc. plus ou moins. Bon, regardez, par exemple, par terre, il y a des Ouais, trucs qui il y avait une Bon, bande on voit, d'alcooliques, là, qui était là. Ouais. on voit qu'il y a beaucoup de gens voient que quelque chose est sale. Ouais. Bon, la saleté, est-ce qu'il y a un rapport entre la saleté et la fausseté? Oui, Bon. c'est un Donc, rapport, bien sûr. si je vois qu'il y a un objet qui est sale, ou un vêtement qui est sale, bon, je vais le signaler, et cette saleté, ça peut être quelque chose qui a été rajouté. La saleté, c'est quelque chose qui est rajouté quelque part. Ah ben la saleté sur un vêtement blanc sera mieux que sur un vêtement noir. Hein, c'est vrai. Oui, mais je veux dire que quand vous voyez. Donc moi j'aime bien la notion de nettoyage, c'est-à-dire qu'on enlève ce qui a été rajouté, par exemple Oui, j'ai bien compris. un maquillage, c'est pas un truc quelqu'un qui s'est mis des trucs par-dessus, voilà, et même à la limite un habit, la nudité. Quelque chose qui est habillé, c'est déjà une forme de fausseté. Et des fois, sur un habit, une petite décoration qui est un peu placée dans un endroit pas très habituel, il ne faut pas la confondre avec la saleté. Des fois, ça fait partie de la chose. C'est un de ces éléments, il ne faut pas se tromper non plus. En tout cas, nous avons un instinct Ouais. qui nous permet de capter quand c'est Ça s'appelle le bon sens. Ça voulait dire. de capter quand les choses sont sales. Parce que ne pas capter la saleté, c'est quand même embêtant. Hein. La saleté peut être perçue par l'odeur, par la vue, etc. Et on a aussi un instinct qui nous permet de dire, par exemple, ce type-là, il est en train de me raconter n'importe quoi. Ouais. Et les enfants n'ont pas toujours cet instinct, par exemple. Bon, ça se développe. C'était une façon de vous protéger en disant, voilà, on ne peut pas me raconter n'importe quoi. Et la culture générale, justement, c'est aussi un moyen de se protéger. Vous avez des connaissances sur des tas de sujets, donc si quelqu'un vous raconte un truc n'importe quoi sur n'importe quel sujet, vous pouvez le coincer. Oui, Non, c'est voilà, sûr. là tu me racontes un truc, là, moi je sais bien que c'est pas Celui vrai. qui n'a pas beaucoup de culture, il parle pas beaucoup, enfin qui a pas beaucoup, et puis qui a un peu de mal à parler. Nous on parle beaucoup, mais il y en a par exemple comme le petit Paul qui est là, bon, il est très sympa, mais lui il prend pas la parole parce qu'ils se sont comme bloqués. Il n'a pas, bon voilà, il y en a qui parlent plus ou moins, et puis il y en a qui connaissent plus ou moins de choses. Mais si vous connaissez beaucoup de choses et que vous n'avez pas de mal à vous exprimer, vous pouvez prendre la parole. Et ben là, dans ce cas-là, ouais, vous allez pouvoir, on va pas vous la faire à l'envers facilement, bien évidemment. Voilà, oui. C'est sûr. Donc faites attention à la propreté, propreté, à la fausseté, et puis aussi par exemple la fameuse histoire des contrefaçons. Un faux sac Vuitton, une fausse. Moi j'ai du mal à reconnaître les contrefaçons. C'est vrai que déjà pourquoi? Parce que j'achète pas de marque, je n'ai pas de marque avec moi, j'en vois très peu. Ouais. Donc une belle contrefaçon, j'ai pas trop. N'empêche que c'est important de celui qui détecter. est souvent habillé en smalto, Ouais. parce qu'il a les moyens, ou parce que dans son travail il faut qu'il soit habillé assez bien, ou des femmes que je connaissais qui ont plusieurs hôtels, plusieurs immeubles, des femmes assez riches, que j'ai connues parce qu'elles tenaient des bars et tout. Bon. Ah Et ouais. elles avaient des sacs à 4 000, 5 000 euros, petites voitures de sport et tout. Si on lui sort un faux sac à 4 000 euros, elle voit tout de suite, elle connaît les bijoux par cœur, parce qu'elle en a tout. Oui, il y a aussi ce qu'on appelle les imposteurs. Par exemple quelqu'un qui dit qu'il est juif et Voilà, vous ouais. apercevez qu'il n'est pas vraiment par tel et tel détail. Voilà. On en a une tripotée. Hein. Bon, ne citons pas les noms comme Gérard, etc. Non, Mais